localisation du sanctuaire d'Artémis d'Amarinthos est longtemps restée l'une des dernières grandes énigmes archéologiques de l'Antiquité grecque. Depuis 50 ans, des archéologues suisses fouillent à l'île d'Eubée, à 2 heures de route d'Athènes, et la persévérance a fini par payer. C'est fait, ils ont enfin trouvé le sanctuaire d'Artémis. Et c'est la preuve que pas loin, sous des tonnes de terre, le temple lui-même et la statue de la déesse attendent d'être mis au jour. D'abord menée en solitaire dans les années 60 par un jeune archéologue neuchâtelois, Denis Knöpfler, cette quête va devenir, 40 ans plus tard, une large entreprise collective qui réunira des équipes suisses et grecques. Il y a eu des moments de grand désespoir. On était certain que le sanctuaire se trouvait ici dans les parages. Et pendant 2 ans de prospection, on n'a trouvé aucun vestige antique en surface. Il n'y avait rien. De la découverte des premiers vestiges au tournant des années 2000, jusqu'à l'identification formelle du sanctuaire en 2017, cette formidable odyssée constitue l'une des plus spectaculaires découvertes archéologiques faites en Grèce depuis 30 ans. Dans ce sanctuaire, il y a 1000 ans d'histoire grecque qui sont figées là, à travers les vestiges archéologiques et à travers les inscriptions. Située sur l'île d'Eubée, dans le territoire de la cité antique d'Érétrie, l'Artémision d'Amarinthos était un sanctuaire majeur du monde grec, où les foules venaient de loin pour honorer la déesse Artémis. Les premiers bâtiments qui composent cet espace sacré ont été édifiés à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le site n'a cessé d'évoluer et de s'étendre pour atteindre son apogée au 3e siècle avant notre ère. On connaît l'existence de ce vaste sanctuaire dédié à Artémis par un texte datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, rédigé par le géographe Strabon, qui précise même la distance qui sépare le sanctuaire de la muraille de la ville d'Érétrie. Situé à 7 stades de ces murs, on peut juger du degré de puissance auquel s'étaient élevés les Érétriens quand on lit sur une stèle dédiée par eux dans le sanctuaire d'Artémis à Marysia, l'inscription qui atteste que lors de leur fête annuelle, défilaient 3000 hoplites, 600 cavaliers et 60 chars. Géographie de Strabon, livre 10. Les sanctuaires grecs étaient des lieux de culte et de rassemblement dédiés à une divinité. À partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, ces espaces sacrés abritent en leur cœur 2 édifices essentiels. Le temple, la maison de la divinité, et l'autel, situé à l'air libre, où se déroulaient les rituels et les sacrifices d'animaux. Parmi les sanctuaires les plus célèbres, on trouve celui d'Apollon à Delphes, le sanctuaire de Zeus à Olympie, ou encore le sanctuaire d'Athéna, situé sur l'acropole d'Athènes. Des équipes d'archéologues du monde entier se lancent à la recherche du sanctuaire d'Amarinthos à partir de la fin du 19e siècle. En se fondant sur le texte de Strabon, la plupart des fouilles s'effectuent à proximité des anciens remparts d'Érétrie. L'unité de mesure mentionnée de 7 stades, représentant environ 1,5 km. Mais aucune trace du sanctuaire n'est découverte à cette distance de la ville. À partir de 1960, la ville moderne d'Érétrie connaît un boom immobilier. Le service archéologique grec invite des équipes d'archéologues suisses en renfort pour aider à préserver les vestiges de l'ancienne cité. La quête du sanctuaire d'Artémis est dans tous les esprits. Mais les équipes suisses doivent concentrer leurs efforts sur l'exploration systématique de quartiers situés à l'intérieur de l'enceinte de la ville.
Dès son premier séjour à Érythrée, en tant que jeune archéologue stagiaire de la mission suisse, Denis Knopfler s'intéresse de près à ce sanctuaire enfoui. Quand je suis arrivé pour la première fois sur ce chantier, je n'avais pas grand-chose à faire. Je n'étais pas intégré véritablement à l'équipe, j'étais une espèce d'observateur avec tout ce que ça suppose de liberté aussi. Ce qui m'a attiré vers ce problème du sanctuaire d'Amarinthos, c'est que je constatais qu'il n'était pas résolu et que personne ne faisait mine de s'en occuper. C'était une question un peu taboue. Et le sanctuaire d'Amarinthos paraissait une question temporairement insoluble, puisque même en ayant des idées, on ne pouvait pas espérer, dans l'immédiat, faire des sondages hors des remparts. Je suis arrivé en 1966. J'avais à ce moment-là 22 ans. Premier contact avec la Grèce. Mon maître disait, il faut méditer le paysage. Ce paysage, dans bien des cas, il ne s'est pas beaucoup modifié depuis l'Antiquité. Tout naturellement, il fallait aller explorer le territoire pour voir si on pouvait localiser certaines de ces bourgades qui avaient constitué le tissu humain dans un territoire antique. Le monde grec antique se compose d'une constellation de cités-États, des poléis, qui se développent et s'étendent progressivement en allant fonder des colonies sur le pourtour du bassin méditerranéen et de la mer Noire. Ces cités indépendantes sont parfois alliées, parfois ennemies, mais elles partagent une culture commune. Positionnée au centre de l'île de Bé, sur une route maritime stratégique, Érythrée prospère grâce aux échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. La cité est dotée d'une large flotte marchande. Elle fonde des colonies en Italie du Sud et joue un rôle pionnier dans la diffusion de l'alphabet emprunté aux Phéniciens. De par la taille de son territoire, Érythrée faisait partie des cités grecques les plus importantes. Il faut imaginer cette cité d'Érythrée comme un territoire qui comprenait à peu près 1350 à 1500 km². Au sein de cette surface, on sait qu'il y avait environ 50 à 60 villages avec une vie communale relativement riche. Et puis au centre, on avait la ville d'Érythrée qui monopolisait, je dirais, l'essentiel de l'activité économique et politique. Durant sa période la plus florissante, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la ville d'Érythrée a pu compter jusqu'à 20 000 habitants. Protégée par de hautes murailles, la ville abrite des quartiers résidentiels, un port, des bâtiments publics comme un gymnase et un théâtre, ainsi que de nombreux édifices religieux. On sait, grâce aux inscriptions, que le sanctuaire d'Artémis, c'était, on va dire, le chef-lieu religieux, non pas de la ville, mais de la police, donc de cet État érythréen. Ce qui est fascinant, c'est que ce chef-lieu religieux n'est pas dans la capitale, dans la ville, mais il est décentralisé en quelque sorte, ici, à Amarinthos. Le système religieux grec est fondé sur une série de rites et de mythes transmis au fil des générations. Le monde divin est composé de nombreux dieux et déesses, omniprésents sur terre, sur mer et dans les cieux. Les cités grecques choisissent d'honorer une ou plusieurs divinités protectrices qui deviennent par la même occasion des marqueurs identitaires de la cité. En fonction de leur puissance et de leur richesse, certaines cités construisent des temples monumentaux.
C'est le cas d'Éphèse, qui a bâti un Artémision somptueux, considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. La cité d'Érétrie vénérait 2 divinités principales, Artémis et son frère jumeau Apollon. Le sanctuaire de ce dernier a été découvert au cœur de la ville moderne à la fin du XIXe siècle. L'emplacement du sanctuaire d'Artémis, ainsi que la localisation du village antique d'Amarinthos, sont par contre longtemps restés une énigme. Pourquoi un tel lieu sacré est-il tombé dans l'oubli? Comment expliquer que pendant des siècles, on n'ait retrouvé aucun vestige d'un ensemble de constructions aussi monumentales, composé de milliers de blocs de marbre? Quels trésors sont encore enfouis dans ces profondeurs? Bonjour Tamara. Comment ça va? Bonjour. Bienvenue. Et vous? Ça va bien? De vous voir en vrai. En vrai, ouais. Sur votre temple. Ça a bien changé, hein? Ah oui, on peut dire, simplement depuis l'année passée. Maintenant, vous tenez tout le temple quasiment. Maintenant, on est dans le temple, voilà. On est vraiment dans le temple ici. La tête était moulée, en fait, et le reste du corps, c'était juste une planche et elle était ensuite insérée comme ça. On a en fait cette petite encoche là, cette petite languette. Oui, d'accord, ça oui, c'est clair. Qui permettait de l'insérer dans le corps. Oui, c'est tout à fait intéressant là. Là, je suis sur l'autel, donc c'est l'élément principal du sanctuaire, qui était donc lié au temple. Et donc, c'est important d'avoir un espace de circulation entre l'autel et le temple, puisque les personnes venaient dans le sanctuaire pour faire des sacrifices sur l'autel. Et le temple, donc on entrait par ce côté, par le côté oriental. Mais aujourd'hui, on n'en a plus que les fondations. Donc c'est ces gros blocs sur lesquels je me trouve maintenant. C'est des dalles qui sont vraiment très larges et qui ont une hauteur de 20-25 cm. Et elles sont probablement extraites de la plage, pas loin, où elles ont été formées. Donc c'est des dalles qui se forment au bord de la mer. On n'a pas trouvé encore la carrière, mais on peut très bien s'imaginer qu'ils les ont amenés directement puisque le sanctuaire se trouve au bord de la mer. Donc là, on a des fragments de tuiles qui étaient sur la charpente. On a des pierres, on a des fragments probablement taillés des murs, mais c'est un très très grand mélange qu'on essaye de décrypter. Ce qu'on aimerait bien maintenant, c'est trouver la statue de culte, si elle n'a pas été pillée ou elle n'a pas disparu. Au cœur du sanctuaire d'Artémis se dressait le temple, la maison de la divinité. Il renferme des offrandes, des vases, des objets précieux en or et en bronze. Au fond du temple, dans l'axe des premiers rayons du soleil à l'équinoxe de printemps, trônait la statue de culte à l'effigie de la déesse. Tamara, Oui, you have a statue, a part of a statue here. pardon? Un fragment de statue? Oh, en bronze? Mais non! Mais non! Oui, c'est les orteils! Incroyable! J'ai la chair de poule. Arrête! Tu me montres? C'est en bronze? Aïe, 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 aïe. Ποιος το βρήκε?
Yannis. Singharitiria, Sefkari Soumepoli. Ouais, alors ça c'est vraiment hallucinant. C'est les 3 premiers orteils du pied gauche. On voit même le mouvement des orteils en fait, hein, vers le bas. Et dessous, on voit que le dessous des orteils est un peu aplati, vraiment comme s'il reposait sur le sol. La statue de culte, normalement, ça représente la divinité. Donc là, on aurait les orteils d'Artémis. Kalispera. Καλώς την. Hello. How are you? Very good. You good? We think we are. I brought you something that we just found today from the Okay. temple. So we just found that today in the new trench of the temple. You like it? Yeah. Whoa. We have feet. Bronze statue. And you kept it a secret. Yeah, that was the hardest part. Yes, I just wanted to show it to you live, not from a Okay. photo. And I think it's almost a life-size statue. Découvrir des objets en bronze dans un sanctuaire antique tient presque du miracle. Car au fil des siècles, cet alliage semi-précieux était récupéré et fondu pour de nouveaux usages. Casques, boucliers, figurines. De nombreux objets en bronze ont été découverts dans les profondeurs du temple d'Artémis. This is the helmet as it will be when it's going to be reconstructed. Mais le reste de la statue de culte demeure pour l'heure introuvable. Fille de Zeus et de Leto, Artémis est la déesse de la chasse et protectrice du monde sauvage. Fière et indomptable, elle était une figure très populaire dans le monde grec et tout particulièrement sur l'île de Bé. Je chante Artémis au fuseau d'or, tumultueuse, vierge vénérable qui perce les cerfs, qui se réjouit de ses flèches. Sœur d'Apollon à l'épée d'or qui, par les montagnes boisées et les sommets battus des vents, se charme par la chasse, tend son arc tout en or et lance des traits mortels. Hymne homérique à Artémis. Retour dans les années 60. Après quelques étés passés en Eubée à se former au métier d'archéologue, Denis Knopfler acquiert la conviction que le sanctuaire ne se trouve pas à proximité des remparts d'Érétrie, là où beaucoup l'ont cherché avant lui. Lors de ses prospections dans l'arrière-pays, il recherche de manière systématique des blocs antiques portant des inscriptions. Il constate que dans la région de Katovatia, de nombreux blocs antiques sont remployés dans des constructions médiévales ou modernes, comme des églises. Je faisais ça de manière assez empirique. J'étais seul, parfois avec ma femme. Nous partons en vélo. C'était encore tout à fait possible. Ces blocs, souvent, avaient été eux-mêmes remployés dans les rues, dans les jardins du village côtier de Katovatia, qui s'appelait officiellement Amarinthos. Au fil des ans, avec rigueur et ténacité, il mesure, photographie et répertorie minutieusement chaque bloc. Ce qui lui permet d'identifier une zone où le nombre de marbres remployés est très dense, à une dizaine de kilomètres à l'est d'Érétrie. Il y a une petite église ici.
où il y a les vestiges principaux dispersés, c'est l'église de la Panaïtsa, la Panaïa de la Vierge Marie. La première fois en 68 que j'ai pu voir cette église, ça a été un choc lorsque j'ai pu voir ce trésor d'architecture. C'est comme une espèce de musée, une espèce de conservatoire d'éléments d'élévation du sanctuaire. Ceux-ci ont échappé, d'une certaine façon, à la destruction. Ces imposants blocs antiques remployés laissent présumer que le sanctuaire d'Artémis devait se situer dans les environs. Pour Denis Knöpfler, l'indice majeur est fiché dans la façade orientale. Une inscription bien visible et connue depuis longtemps des spécialistes, mais incomplète. Dès la fin du XIXe siècle, cette inscription a été copiée et elle a une importance considérable parce que c'est une dédicace publique à Apollon, Apollonie, et puis le début du nom de Leto. Alors on dira, mais alors Artémis? Eh bien Artémis se trouvait là, à la ligne précédente. Artémis est toujours mentionné en premier, mais il arrivait que pour des questions de disposition, son nom soit tout à droite et, en l'occurrence, est disparu. Pourtant, le mystère demeure. Car selon les sources antiques, le sanctuaire ne pouvait se trouver dans ce secteur. Il y avait ce texte de Strabon, qui était une des sources de ce qu'on savait sur cette ville d'Érythrée. On savait que, selon toute vraisemblance, ce sanctuaire se trouvait à portée de main, à 1 kilomètre un peu plus de la ville d'Érythrée, mais cette distance n'était pas intouchable. Est-ce que le chiffre était correct? Un illustre géographe de la stature de Strabon aurait-il pu se tromper? Denis Knöpfler propose une autre explication, celle d'une erreur de transcription du texte par un moine copiste au Moyen Âge. Et ce livre 10 de Strabon, il est en quelque sorte mal transmis. La clé de l'énigme pourrait venir du système de numération employé durant l'Antiquité grecque, où des lettres étaient utilisées pour exprimer des nombres. Alpha égale 1, bêta égale 2, gamma égale 3. Et c'est là que je me suis dit que ce 7 des manuscrits, hepta, écrit en toutes lettres, avait pu être transcrit par la lettre zeta, qui vaut 7, et que cette lettre, elle était susceptible d'être le résultat d'une petite erreur de copiste, erreur très simple, hein, parce qu'on avait deux lettres qui se ressemblaient infiniment, le zeta avec le xi, qui est simplement une petite boucle de plus. Et j'ai constaté que xi donnait une distance très différente. On était dans l'ordre des dizaines, on était dans l'ordre de 60. Cette valeur corrigée de 60 stades correspond précisément à la distance entre la muraille de la cité et la colline de Paléoéclisiès, un lieu de passage stratégique situé à l'extrémité sud de la plaine côtière d'Érythrée. Bien que l'hypothèse de Denis Knöpfler semble pertinente, l'archéologue peine à convaincre ses pairs, et aucune fouille n'est entreprise au pied de la colline pendant une vingtaine d'années. Ce n'est qu'au début des années 2000 que la situation se débloque, lorsque Sylvian Fachard, alors jeune archéologue, se lie d'amitié avec Denis Knöpfler. Ensemble, ils font de la localisation du sanctuaire leur priorité. Des prospections géophysiques sont entreprises, mais les premières fouilles ne donnent aucun résultat. On était certain que le sanctuaire se trouvait ici, dans les parages de la colline de Paléoéclisiès, parce que la démonstration de Denis Knöpfler me semblait imparable. Mais de là à découvrir les vestiges physiques du sanctuaire, il y a un pas qui était quand même difficile à franchir.
Il faut se souvenir qu'à l'époque, toute cette terre ici était composée de mini-parcelles avec des barrières. C'était très difficile d'y accéder. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas des tessons de céramique, comme c'est le cas dans l'ensemble du territoire, parce qu'on se trouvait sur le delta du Saranda-Potamos. Et au cours des millénaires, les crues avaient progressivement recouvert une partie de la plaine. En 2006, la chance sourit enfin aux archéologues. Un informateur local signale la présence d'un gros bloc de marbre déterré lors de la construction d'une villa. L'enquête prend un tournant décisif. Ma femme, à qui j'avais signalé la chose, est venue l'après-midi, comme elle s'intéressait passionnément à cette recherche. Et j'ai fait une photographie qui est pour moi un peu mélancolique. Là, voilà, c'est ça qui nous avait frappé en premier lieu, oui. Hein, ce beau cadre. En tout cas, il y avait quelque chose qui venait, qui était scellé ici. Ici aussi, de ce côté. On a des scellages latéraux oui. aussi. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Et il y en a... On avait l'intention de revenir le lendemain pour documenter le bloc, et le lendemain, le bloc avait disparu. C'est quand même important de le dire. Donc la preuve avait été effacée. Oui. Et puis les tas de déblais aussi avaient été évacués. Donc on est arrivé juste au bon moment, puisqu'à un jour près, il n'y aurait plus de traces. Avec cette découverte fortuite mais capitale, les archéologues cherchent à présent à creuser au plus près de cette villa en construction. L'année suivante, ils obtiennent l'autorisation de fouiller en bordure de la parcelle. Il y avait des jardins partout, des arbres partout. Juste sur le mur, là, il y avait une barrière. Le sol se situait à peu près à la hauteur de la paille qu'on voit ici, donc plus haut que ma tête, à peu près à la hauteur de ma main. On marchait donc à cette altitude-là. Et puis, on avait juste un tout petit terrain, un petit jardin qu'on pouvait fouiller. Donc, un petit rectangle. On est tout descendu à la pioche, à la main. On descendait. Puis après 3 semaines, on s'est dit qu'on allait arrêter là parce qu'il n'y avait absolument rien. On a donc bien nettoyé toutes les parois. Puis en nettoyant la paroi ici, comme ça, petit à petit, avec la truelle, on est tombé sur ce bloc-là. C'était vraiment l'émotion dans tout le sondage parce qu'on a vraiment passé 3 semaines à suer, à enlever la terre sans rien trouver. Et tout d'un coup, on trouvait quelque chose de totalement incongru qui n'avait pas du tout sa place ici. Puis après, en élargissant, plus on élargissait, plus les blocs continuaient. Enfin, c'était assez extraordinaire comme sentiment. Les archéologues découvrent enfin des structures massives au pied de la colline de Paléo-Écliciès. Mais les réjouissances sont de courte durée. Face au refus des propriétaires d'autoriser de nouveaux sondages dans leurs parcelles, les fouilles sont stoppées. Je me souviens encore des tas de terre qui tombaient sur la fondation. Et je me suis dit, c'est fini, on ne va plus jamais refouiller dans ce secteur. Et il ne s'est plus rien passé pendant 5 ans. Après de longues années d'attente et de négociations avec les propriétaires des terrains, les fouilles peuvent finalement reprendre en 2012. Sous la direction du professeur Karl Reber, les découvertes s'enchaînent alors à un rythme effréné. Les archéologues dégagent les fondations du bâtiment le plus imposant du site, le portique oriental, dont la construction remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ. On voit ici des grands blocs qui formaient le mur arrière de ce portique et des petites bases qui soutenaient un banc de marbre long de 70 mètres adossé à l'arrière du portique avec une colonnade centrale qui séparait le portique en 2 larges nefs et ce portique qui s'ouvrait très largement sur l'aire du sanctuaire avec l'autel au centre où se déroulaient les sacrifices et derrière le temple d'Artémis, cet espace sacré dédié à la déesse Artémis. De nombreuses structures monumentales sortent de terre. La fouille s'étend toujours davantage. Il est à présent clair que les archéologues ont découvert un site antique de première importance. Mais il manque toujours la preuve définitive qu'il s'agit bel et bien du sanctuaire d'Artémis. Seule une inscription mentionnant explicitement le nom de la déesse pourrait apporter cette information capitale. C'est en 2017 que tout s'accélère.
avec la découverte d'un puits datant du second siècle de notre ère, dont les marches d'escalier sont d'anciennes stèles du sanctuaire remployées. En soulevant l'une des marches du puits, les archéologues retiennent leur souffle. Des inscriptions apparaissent. On a affaire ici à une stèle de marbre brisée qui était réutilisée comme marche dans l'escalier d'époque romaine. Et c'est un décret de la cité d'Érétrie, ça c'est tout à fait clair, en l'honneur de 5 citoyens. On a le nom d'Artémis, Artémidos, ce qui prouvait qu'on avait la mention du sanctuaire d'Artémis, mais on ajoutait en Amarynto à Amarinthos. C'était quand même la preuve définitive qu'on était bel et bien sur le site du sanctuaire d'Amarinthos. Il aura fallu 5 décennies de recherche, une foi inébranlable, et déplacer des tonnes de terre pour percer le mystère. L'Artémision d'Amarinthos était l'un des derniers grands sanctuaires grecs à ne pas avoir été localisé. À présent, il peut enfin être mis au jour et étudié. Il y a pas mal aussi. Ouais, de manière générale, il y a beaucoup de cérame. C'est la bouteille de Coca-Cola EBN de l'époque. Donc il faut s'imaginer une coupe à boire à peu près de ce diamètre-là, avec 2 anses. C'est un décor de demi-cercle pendant, presque comme des yeux, comme si le vase te regardait un peu. C'est un type de vase qui a été exporté dans la Méditerranée entière. On le trouve sur des sites aussi bien sur la côte levantine, donc Syrie-Palestine, qu'en Ibérie. La céramique, elle est importante pour différentes raisons, parce qu'elle donne une foule d'informations. D'abord, c'est un très bon marqueur chronologique, puisqu'elle évolue assez régulièrement. Donc, ça permet de donner des fourchettes chronologiques, des fois à un quart de siècle près, des fois même plus serrées. Puis après, l'autre aspect, c'est qu'elle nous indique évidemment ce qui se passait dans ces lieux, quoi. Parce que le type de vase présent, le type de vaisselle de manière générale, la composition de la vaisselle nous dit si on se trouve dans un habitat ou si on a des activités rituelles, par exemple. Même réduits à l'état de fragments, les objets en céramique permettent aux archéologues de remonter le temps, de voyager à travers les siècles et de rembobiner le fil de l'histoire du sanctuaire. Quand le culte d'Artémis est-il apparu dans ce site? Quels ont été les premiers bâtiments édifiés? Pour l'heure, les plus anciennes traces d'un espace sacré remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Un certain nombre de tessons pourraient être intéressants. Là, par exemple, on a un fragment de vase qui pourrait être une amphore assez gigantesque, de type, une amphore monumentale de type 10 pylônes, comme ça, avec un col d'un diamètre, je ne sais pas, de 100 cm haut comme ça. Donc il faut s'imaginer un vase qui est plus grand que moi, mais on a juste ce tesson. Il n'y en a pas d'autre. Je ne sais pas où elle reste. C'est la question de Haris toujours. Et où elle reste? À quoi donc pouvait ressembler le sanctuaire d'Artémis? Comme aucun des bâtiments antiques ne subsiste en élévation, le travail des archéologues pour restituer l'architecture du site est titanesque. Parfois, c'est grâce à quelques fragments de colonnes épars et à une série de fondations que le puzzle prend forme, comme pour la restitution du portique oriental. Αλλά έχω μείνει, σας λέω, άφωνος.
Ναι. Ειλικρινά τώρα, με αυτή την αποθήκη είναι καταπληκτική. Ναι, είναι καταπληκτική. Δεν έχω δει στην Ελλάδα τέτοια αποθήκη. Εκεί, θα δείτε τώρα που θα πάτε. Γεμάτο είναι. Γεμάτο. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ είναι να περπατήσουμε όλο το ποτάμι. Εδώ, μήπως έχουμε ίχνη από γέφυρα κάποια στιγμή, γιατί έπρεπε να έχει όπως είναι Αθήνα στην Ελευσίνα, μια γέφυρα. Οπότε αυτό θα κάνουμε φέτος, θα κλείσουμε αυτή τη ζώνη. Πότε θα ξεκινήσετε εσείς? 7-8 Αυγούστου. Ένα μήνα, μέχρι 4 Σεπτεμβρίου. Ναι. En parallèle à la fouille du sanctuaire, les archéologues cherchent à localiser le tracé de la voie sacrée, la route principale qui reliait la ville d'Érétrie au sanctuaire d'Amarinthos. La question elle est quand même importante, c'est pas juste pour retrouver une voie sacrée, c'est que la voie sacrée en direction du sanctuaire peut nous permettre de voir où elle débouchait et éventuellement de découvrir, pas tout de suite, mais à l'avenir, l'entrée monumentale du sanctuaire en venant d'Érétrie. On a souvent dit que le sanctuaire d'Amarinthos était dans une zone limite. Je crois plutôt que le sanctuaire était dans une zone très importante sur l'axe principal de communication entre Érétrie et le sud de l'Eubée. Et donc le sanctuaire joue un rôle qui est à la fois économique, religieux et politique. Ça c'est nouveau. Ouais, j'avais pas ça. Génial, C'est hein? un bloc. C'est un bloc. Bah, je sens l'appli, hein. Il est taillé. Incroyable. Ça, l'année dernière, on ne l'a pas vu. Et il est magnifique, hein. Superbe. Bon, bah, allez hop. Il est taillé sur les 4 côtés. Alors ça, c'est incroyable. Vraiment. C'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est assez fou, hein. Cette grosse pierre taillée, déterrée par le passage d'une charrue, est le reste d'un tombeau. Cette découverte confirme que la voie sacrée passait précisément ici. Citoyens, marchands, pèlerins, paysans. Cette route était un lieu de passage très fréquenté, bordé de tombes et de monuments publics. Dans l'Antiquité, la cité-État d'Érétrie a pu compter jusqu'à 40 000 habitants au total. Quel rôle le sanctuaire a-t-il joué dans l'intégration des régions rurales à l'espace politique et économique de la cité? Au début de la prospection, quand on parle de l'intégration du sanctuaire dans le territoire, dans cet espace antique, c'est important aussi de voir d'où le sanctuaire pouvait être vu. On est haut dans les collines, haut dans la montagne. C'est intéressant d'avoir un habitat rural ici. On a un lien visuel direct avec le sanctuaire, donc on voit bien la colline. On voit la zone du temple à droite, donc le temple était visible depuis ici. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de descendre en prospection en direction du sanctuaire pour essayer de retrouver en partie ce canevas d'habitat antique, le réseau de communication et des traces éventuelles de la voie sacrée. Une fois par année, à l'équinoxe de printemps, la cité d'Érétrie organisait les Artémisias, une grande fête au sanctuaire en l'honneur de la déesse. Ça devait être assez extraordinaire d'imaginer toute cette population qui se rendait en masse au sanctuaire avec femmes, enfants. Toutes les générations étaient là présentes, avec musique, avec fleurs, avec des habits merveilleux. Et ça devait être une procession assez incroyable. Une foule en provenance de toute l'île et des cités voisines affluait. Concours musicaux, danses, banquets. Les festivités étaient grandioses et se déroulaient sur une semaine. On doit s'imaginer tout le marché qu'il y avait dehors pour vendre déjà les boissons et la nourriture, mais les petites offrandes, c'est ce que nous trouvons après dans le temple.
Donc il y avait toutes sortes de gens qui ont circulé ici et qui ont fréquenté le sanctuaire, notamment dans le cadre des festivités. Et donc on a un grand comptoir, une grande fête nationale, on dirait de nos jours, en l'honneur de la déesse et de la cité aussi. Les sacrifices d'animaux étaient le point d'orgue de ces célébrations. Des bœufs étaient égorgés sur l'autel et leurs os enduits de graisse étaient incinérés. Les fumées qui s'élevaient vers les cieux étaient l'offrande faite à la déesse. C'est le mode de contact avec les puissances divines. En offrant aux dieux, on les rend obligés envers les hommes aussi. Une autre manière d'obtenir la faveur des dieux, c'était de leur offrir des objets. Statuettes, vases, textiles, miroirs, bijoux, pièces d'armement. Les fidèles apportaient au sanctuaire toutes sortes d'offrandes pour Artémis. Ces gestes religieux exprimaient diverses attentes envers la déesse. Dans le système polythéiste grec, les interactions avec les dieux, elles sont permanentes dans tous les domaines de la vie. Et on essaye de se concilier au mieux les forces extérieures à l'homme. Tout le monde pouvait s'adresser à Artémis pour le succès des entreprises, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient familiales. À partir de 2020, les archéologues enchaînent les découvertes exceptionnelles en fouillant le temple. Au total, plus de 600 offrandes sont sorties de terre dans un état de conservation remarquable. Une telle concentration d'objets dans un temple antique représente une découverte majeure. C'était impressionnant. On avait un objet. Et à côté de cet objet, tout à coup, il y en avait 10. Et tout à coup, il y en avait 50. Et au bout d'un moment, on avait une centaine d'objets dans la même zone. Alors bon, on a très vite compris que c'était une zone importante, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle continue sur toute la surface et on ne s'attendait pas à dégager 600 objets. L'étude de ces objets consacrés à la déesse va permettre aux archéologues de mieux comprendre la nature du culte qui était rendu à Artémis, en Eubée et plus largement dans le monde grec. Le moment le plus fort de la fouille, c'était en 2020 quand on a trouvé le premier vase complet. C'est avant que je commence à pleurer là, pour prendre la photo, mon Dieu. Pour moi, en tout cas, ça c'était vraiment le plus émouvant. Et vraiment, j'avais de la peine à prendre cet objet et à le tenir. Je l'ai posé assez vite pour ne pas risquer de le casser. Par une étouffante matinée de juillet, le temple d'Artémis s'apprête à dévoiler l'un de ses plus beaux trésors. Hier, on a trouvé très rapidement cette statuette de femme qui a l'air d'être en pierre, donc c'est assez incroyable. Wow. Une statuette en pierre datant du VIe siècle avant notre ère. Sous son apparence très simple pour le profane, la découverte est exceptionnelle. C'est la première fois en 60 ans de fouilles à Érythrée qu'une statue est retrouvée intacte dans un temple antique. Les archéologues suisses et leurs collègues grecs réalisent lentement l'ampleur de leur dernière découverte, une statuette presque intacte qui pourrait être apparentée à la déesse Artémis, Artémis qui est au cœur de leurs recherches fiévreuses depuis des décennies sur cette île. La
Je pense que c'est une miniature de la grande statue, celle qui va éclairer notre civilisation, nous aider à comprendre nos croyances. Je suis persuadée qu'on est près du but, il faut creuser encore. C'est probablement une des découvertes les plus impressionnantes. Découverte majeure, absolument majeure. L'animal, en fait, a la tête qui repose sur l'épaule de la personne. Oui, c'est magnifique. Alors évidemment, c'est le genre d'animaux qui font penser à Artémis, hein, le faon, la biche, mais ça peut être aussi les animaux qu'on amène au sacrifice. C'est toute l'ambiguïté du sacrifice, parce que cet animal, on le respecte aussi. Il est choisi. Il est choisi, elle le porte comme un bébé presque. Ouais, c'est ça. Et ça donne une valeur encore plus grande peut-être au sacrifice. Artémis sert aussi de protectrice dans les phases transitoires de la vie, donc au passage de l'adolescence à l'âge adulte, surtout les femmes. Une autre transition importante, c'est donner naissance dans une civilisation qui a un taux de mortalité très important. Le paradoxe, elle est vierge, mais elle s'occupe de la naissance. Elle est une figure, par là, une figure maternelle, d'accoucheuse, d'une certaine façon. Elle est protectrice de ce qui est le fondement de la famille. Le sanctuaire connaît son apogée autour du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est à cette époque que son étendue est la plus vaste et que ses édifices sont les plus imposants. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le site est partiellement détruit lors des guerres de Mithridate, qui voient certaines cités grecques se rebeller contre l'occupation romaine. Restauré, le sanctuaire demeure un lieu de culte fréquenté sous l'Empire romain, jusqu'au IIIe siècle de notre ère. C'est l'essor du christianisme qui entraîne l'abandon progressif du sanctuaire. Le polythéisme s'essouffle, ces lieux de culte s'effacent. L'Artémisione devient alors une carrière, où les blocs de marbre sont récupérés ou brûlés pour produire du mortier. Les dépôts de sédiments en provenance des collines alentours parachèvent l'enfouissement des vestiges. Et plus de 1000 ans d'histoire disparaissent ainsi sous terre. Quand on s'intéresse à un site, à une cité grecque, et qu'on y travaille pendant 50 ans, 60 ans, qu'on étudie systématiquement toutes les traces matérielles, on arrive vraiment à comprendre un microcosme grec, antique, qui nous permet après d'apporter une pierre à l'édifice, la compréhension plus générale du monde grec, qui a joué quand même un rôle très important dans la culture occidentale. Un peu de persévérance, une idée de jeunesse que je n'ai jamais abandonnée parce qu'elle me paraissait raisonnable, le fait que j'ai pu présenter l'hypothèse dès 88 devant l'Académie de Paris me donnait une espèce, non pas d'autorité, mais de devoir de continuer. J'avais dit, voilà, il doit être là. Donc le moins que je pouvais faire, c'était de persévérer. Et puis, peu à peu, c'est devenu une aventure collective. Et s'il n'y avait pas eu cette aventure collective, on n'aurait pas abouti. Tout seul, j'aurais pu m'endormir sur cette belle hypothèse, mais on n'aurait pas pu la concrétiser. Il a fallu des moyens, il a fallu une volonté politique, un certain enthousiasme qui est aujourd'hui très largement partagé. Alors moi, je pense que c'est vraiment que le début
de l'aventure. Même si effectivement la découverte, l'identification du sanctuaire, ça a été quelque chose d'extraordinaire, mais maintenant au fond, qu'on va pouvoir se poser un peu, arrêter de courir partout en fouillant et puis reprendre tout ce qu'on a déjà découvert, l'analyser, mettre les choses en connexion et faire apparaître au fond toute l'histoire, le développement de ce culte à Artémis, c'est là que ça va vraiment commencer à devenir intéressant. La quête du sanctuaire a trouvé son épilogue. Mais le temple d'Artémis est loin d'avoir livré tous ses secrets. C'est aux jeunes chercheurs et chercheuses qu'il revient d'écrire les prochains chapitres de cette odyssée hors norme, qui a fasciné et qui fascinera encore plusieurs générations d'archéologues. Pour affirmer que c'est le plus beau métier du monde, il faudrait que j'en ai essayé beaucoup. Mais disons, je ne souhaiterais pas nécessairement une autre vie. Je ne dis pas que la mienne ait été parfaite et toujours heureuse, mais je ne vois pas très bien comment je pourrais avoir eu plus de chance dans ma vie professionnelle, familiale. Et maintenant, même dans ces dernières années, forcément un peu plus mélancolique, je ne souhaiterais pas revenir en arrière.